La mort a toujours été une interrogation essentielle de l'humanité, ainsi que la peur de la mort qui l'accompagne. On ne peut pas passer à côté de cette question et de cette peur. Soit c'est conscient, soit c'est inconscient. Mais là, c'est au fond de nous. Pour toi, qu'est-ce que la mort? La mort de l'être physique. Quelles en sont les étapes? Le livre des morts tibétains nous enseigne qu'on traverse un monde où nos croyances vont prendre forme, où nous allons avoir nos peurs prendre forme et nos monstres intimes apparaître. Comment vois-tu ce passage, Franck? Pour les voyages que j'ai faits de l'autre côté du miroir, il s'avère que de l'autre côté, on continue d'avoir une identité, une personnalité et de vivre dans notre système de croyances. En fait, on ne meurt pas. La sensation d'être en vie s'arrête et la sensation d'être la vie continue. Toutes les facettes de l'ego ne disparaissent pas. Seul l'ego qui est dans une position de défenseur de la survie disparaît, puisque la survie n'est plus nécessaire. On n'a pas besoin de survivre puisque nous sommes la vie, mais notre part de personnalité reste en place. En fait, le chemin d'unification que nous sommes en train de parcourir dit que ce n'est pas en niant une part de nous qu'on va se réunir. L'union et la réunification signifient que toutes les parts de nous sont valables. Toutes nos parts vont être englobées dans le plus grand ensemble. On ne va pas dire le corps ce n'est pas nous, l'ego ce n'est pas nous, le mental ce n'est pas nous, comme s'il était les choses dont on puisse se séparer dans le chemin de réunification. Le chemin de réunification sous-entend je réunis toutes les parts de ce que je suis, en arrêtant de considérer que certaines sont plus vraies que d'autres. Donc, je continue de pouvoir avoir conscience de ma personnalité et en même temps, je peux avoir conscience d'autres niveaux. C'est comme si la mort te permettait d'avoir une plus grande facilité de voyage pour transférer ta conscience d'un point à un autre. Aujourd'hui, ta conscience est focalisée et bloquée dans une couche de densité qui te fait croire que tu es cristal. Une fois que tu es de l'autre côté du miroir, tu t'aperçois que ta conscience a une capacité de voyager depuis un bout à l'autre du spectre, donc depuis le bout de ton ego, identifié à croire que tu n'es qu'une chose, jusqu'à l'autre bout du spectre où tu es tout. Et cette capacité de voyage de la conscience est vraiment ce qui apparaît en premier aux morts lorsqu'ils sont sortis de la stupeur de la mort. C'est pour cela qu'on se rend compte très vite qu'on vit dans notre système de croyances. Ceux qui croient en rien sont dans le rien, ceux qui croient aux monstres sont avec des monstres, et très vite, certains indices nous mettent sur la piste et nous font ressentir à quel point on a la possibilité de changer notre point de conscience et de manifester d'autres réalités. En temps réel cette fois-ci, puisqu'on n'est plus assujetti à l'espace-temps. On peut également ajouter que la plupart des gens perchés sont persuadés de ne plus avoir peur de la mort, mais fais-les entrer dans la cage d'un lion et tu t'aperçois que la crise de panique est immédiate et que la peur de la mort est quelque chose qui fait partie de nos vies. Or, notre mental nous fait croire que non, pas du tout. Je suis prêt. J'ai déjà fait des voyages hors du corps, alors aucun problème. En fait, non. La survie est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est le cerveau reptilien qui réagit. On est fait pour ne pas se mettre en danger et pour avoir peur de la mort. Franck, à propos de la vie, on fait souvent l'analogie avec une école. La vie sur Terre serait une école, donc on aurait des épreuves à passer. Peut-être une mission à accomplir? On y a répondu quand on a parlé des multi-émanations. Et comment, pour les besoins de la réunification, pour les besoins du chemin de l'ascension, on va créer des émanations pour équilibrer l'ensemble de notre équation énergétique. Donc la vie n'est pas une école car on ne vient pas pour apprendre, mais on vient pour avoir des expériences qui vont effectivement être des possibilités de créer des clés vibratoires permettant de s'insérer dans les chevaux, dans l'imbrication énergétique des mouvements qui sont autour de nous et qui vont permettre la libération de l'énergie afin qu'elle puisse à nouveau circuler librement. Je pense que c'est là qu'il y a la réponse à cette question. Ensuite, il y a une subtile référence au karma. Précisons donc qu'on est arrivé à un point d'évolution de l'humain où l'on entasse plus de karma.
Le temps s'accélérant ou alors la lumière ralentissant, un physicien pourrait expliquer à quel point c'est la même chose, le temps, tampon, entre le moment où je crée quelque chose et le moment où j'en fais l'expérience en 3D dans la matière. Ce temps se raccourcit de plus en plus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne fabrique plus de karma pour la vie d'après, parce que mon karma, je marche dessus demain matin. Le karma continue d'exister, seulement je marche dessus quasiment en temps réel, à quelques heures près. Quant à la véritable définition du karma, puisque ça a été interprété comme étant une punition ou un bilan à solder pour ce que l'on est ou on a été, dans l'une ou l'autre de nos facettes, il faut la revoir. Car cela sous-entend qu'une énergie plus grande que nous sous-pèserait nos actions, nos attitudes et distribuerait des bons points et des mauvais points, et qu'on devrait subir nos mauvais points et remercier pour nos bons points. En fait, c'est la version romancée pour les enfants. La réalité énergétique est que tout ce que j'ai créé, je vais devoir m'en occuper. Tout ce que je mets en route, tout ce que je sème, je vais en faire la récolte. Donc, lorsque je vais tuer mon voisin, si je considère que c'est juste et qu'il n'y a rien à redire à ça, je ne vais pas payer de karma. Mais si je vais tuer mon voisin et que les 2000 ans de judéo-chrétiens que je viens de vivre, c'est écrit noir sur blanc sur les tables de la loi, qu'il est interdit de tuer, me remplissent de culpabilité, je me mets à dégager de la culpabilité et cette culpabilité est une création que je vais récolter. Le karma est un phénomène qui va de soi vers soi. C'est ce que je pense de ce que je suis, que je dois finalement traduire en énergie. Si je me charge d'une énorme masse de culpabilité, cette énergie va devoir prendre forme dans la matière. Si j'entasse suffisamment de cette énergie autour de moi, elle va avoir une réalité matérielle et il va falloir que je m'en occupe. Quand j'entasse de la culpabilité par rapport à mes mouvements, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je suis, je vais devoir affronter les événements qui ont la forme de cette énergie. Les événements dans la matière sont la forme d'une énergie sous-jacente. Si cette énergie stagnante a pour nom au niveau vibratoire culpabilité, elle va faire surgir une scène dans ma vie où je vais me sentir très coupable. En ressentant cette émotion de culpabilité, j'insère la clé vibratoire nécessaire au dénouement de l'écheveau énergétique. Si je nie cette culpabilité et que je continue de ne pas vouloir ressentir l'émotion que cela génère chez moi, je vais continuer d'entasser cette culpabilité. La vie va alors devoir continuer de m'adresser des scènes, des séquences, des pièces de théâtre avec les acteurs types de mes pièces de théâtre, c'est-à-dire les gens que j'aime, mes bourreaux et mes victimes habituelles, en général ma famille, papa, maman, les frères et sœurs qui sont les mêmes personnes de vie en vie, avec qui je joue mes drames. Je te tue dans cette vie, tu es ma sœur dans la vie là, je t'assassine dans cette vie-ci, toi tu me trompes dans cette vie d'à côté, et ainsi de suite. Et avec les acteurs récurrents de nos drames, on va recréer une scène de théâtre qui va nous permettre, une fois de plus, d'avoir l'occasion de transcender le niveau de réalité dans lequel on se sent prisonnier, en ressentant et en vivant une scène de la vie. Et une fois de plus, vivre la vie est la solution à la vie.